Bien. Alors, salut Simon, tu es notre chroniqueur écolo de service. On commence à bien te connaître à Canal Pourpre. Oui. Et tu nous as signalé par un tract, ma foi, qu'il se passait quelque chose du côté d'un collectif qui s'appelle Sauvegarde du Périgord. Tu vas nous dire, expliquer ce titre. Mais en fait, ce tract est signé, ou en tout cas contresigné, par beaucoup d'associations. Je cite les Amis de la Terre, APSAC 24, Sauve ta campagne, Cube Jacques, Covaille, Cap Nature, j'en passe et des meilleurs. Il y a même les orchidophiles qui s'y mettent, Ascovalco, Bien vivre à Saint-Paul, Appel citoyen, etc. Bien. Alors, c'est quoi la sauvegarde du Périgord? Le Périgord est en danger. C'est l'idée que, je veux dire, il faut que les associations se regroupent pour créer un collectif, pour faire contrepoids aux lobbies qui dominent la scène économique et politique en Périgord, des lobbies qui ont une vision de l'avenir sur la satisfaction d'intérêts à court terme. D'accord. Alors, voilà. cette volonté de faire un collectif, pour l'instant, n'est pas réalisée. C'est-à-dire, c'est en voie. Ah si. Ça a été créé. Ça a été créé la semaine dernière. D'accord. C'est ça qui s'appelle Sauvegarde du Périgord. Voilà. Mais ce n'est pas une association. Hein. C'est un collectif. C'est une coordination interassociative. C'est-à-dire que la CEPANSO a joué un peu le rôle de déclencheur, en quelque sorte. D'accord. Mais elle ne prétend pas, disons, regrouper en son sein ces associations qui restent indépendantes. D'accord. Et outre la CEPANSO, il y a une cause particulière. Je veux dire, on s'aperçoit soudain que, ma foi, les autorités institutionnelles ne font plus assez de poids ou quoi? C'est-à-dire que si elles font le poids dans le sens où il y a du poids, si j'ose dire. Ah oui, elles pèsent dans le mauvais sens. Elles pèsent dans le mauvais sens. Mais quelque chose a déclenché cette découverte. C'est-à-dire qu'on se heurte toujours à la même attitude, à la fois de la préfecture, des élus, etc., qui sont dans une vision... je veux dire, de l'avenir, l'œil fixé dans le rétroviseur des 30 Glorieuses. C'est ça. Comme j'aime dire habituellement. Quoi. La dernière fois que tu es venu, je crois que tu nous avais parlé de ces commissions d'enquête qui concluaient toujours, hélas, dans le même sens. C'est toujours la même chose. Il y a eu un petit progrès. Maintenant, c'est avis favorable systématique, mais avec réserve. D'accord. C'est les réserves qui sont nouvelles. Oui, c'est les réserves. Et donc, particulièrement, il était question, je crois, quand tu étais venu, d'une carrière à la Monzie. Non, mais c'est-à-dire qu'on a justement, le problème, c'est que toutes ces associations ont des problèmes locaux particuliers, mais qui sont très souvent un peu toujours les mêmes quand même. Hein. On avait parlé carrière et on avait parlé élevage industriel. Voilà, carrière, élevage industriel, mais l'élevage industriel allant au-delà, allant jusqu'au à comment dirais-je, pas à l'aquaculture, mais aux piscicultures. Ah oui, d'accord. Qui font partie aussi des choses à surveiller de près, c'est ça? Oui, parce que on peut prendre le cas de la vallée d'Abeune, classée Natura 2000, mais où la préfecture a régularisé une pisciculture qui n'a jamais respecté les règles, alors que ce cours d'eau n'a pas assez de débit pour les alimenter. D'accord, très bien. Voilà. Alors ce collectif relativement récent, mais qui est fait de nombreuses associations anciennes, propose un rendez-vous mercredi 9 avril à 16h30 à la préfecture de Périgueux. Pourquoi faire? Bon, alors c'est tout simplement pour... on essaye de rassembler le maximum de gens concernés et pour faire contrepoids, je veux dire, au lobby, en particulier de l'agroalimentaire en Périgord, donc derrière lequel les élus s'abritent, en quelque sorte, avec la Chambre d'agriculture, etc. Alors que, je veux dire, les positions de la FNSEA
bon, les dernières déclarations à son colloque qui a eu lieu, bien, c'est de dire il faut que toutes les petites exploitations disparaissent. Ah oui. C'est ça, là. Il y a une espèce de seuil, de taille, de seuil. Ben voilà, comme ça ben voilà, c'est ça. Donc c'est la voie américaine, la voie de l'industrialisation qui est complètement inadaptée au Périgord. Et c'est pour ça qu'on a constitué Sauvegarde du Périgord. C'est aussi un positionnement qu'on peut qualifier de politique. Bien sûr. Dans la mesure où on dit il y a un certain nombre, il y a une conception de certaines activités économiques qui n'est pas compatible avec la vocation touristique et du Périgord. D'accord. Voilà. Mais alors, Mike, enfin, ce rappel là du mercredi 9 avril à 16h30, préfecture de Périgueux. Tu n'as pas cité la préfecture, là tu dis la FNSEA. Oui, la préfecture, parce que la préfecture, c'est elle qui donne toutes les autorisations. Ouais. Les autorisations d'atteinte à l'environnement, d'atteinte au cadre de vie, etc. Et tout d'un coup, les gens se réveillent avec une enquête publique qui souvent et parfois ils n'ont même pas été informés. Enfin, ils se réveillent devant un fait accompli. D'accord, mais tu as cité les élus, tu as cité la FNSEA. Est-ce que se produire comme ça devant immédiatement la préfecture, vous allez demander une audience au préfet ou un truc comme ça? Oui, voilà. On a une demande d'audience au préfet. C'est ça. Est-ce que, si j'ose dire, aller directement à la tête, puisque c'est l'État, oui, c'est l'État, c'est l'État. Est-ce que c'est pas aller un peu, court-circuiter un peu toutes ces secondes mains, FNSEA, élus locaux, qui pourraient peut-être aussi agir de leur côté? Oui, bien entendu, mais le problème, c'est que c'est l'État qui officialise toutes ces décisions, toutes ces initiatives qui nous semblent négatives pour l'avenir du Périgord. D'accord, mais alors, je sais pas, mettons-nous 3 secondes à la place du préfet, il va vous dire, vous êtes une association parmi d'autres, mais il y en a d'autres, les élus, la FNSEA, etc., qui me disent autre chose. Notre stratégie, c'est de se constituer en contre-pouvoir, puisqu'on n'est pas écouté, car en plus, je veux dire, notre dernière conférence de presse, il y a 2 jours, à Périgueux, il y avait des représentants de la presse périgourdine, à l'exception de Sud-Ouest. Ça veut dire qu'on est quand même boycotté par... Ah bon? Tu crois que c'est volontaire? Ça, on peut dire. Tu crois que c'est volontaire? Non, c'est le fruit du hasard. C'est, à mon avis. Quel serait l'intérêt de Sud-Ouest? Quel serait l'intérêt de Sud-Ouest à boycotter? Tout simplement, les journalistes sont soumis aux pressions des notables locaux. Je veux dire... il faut que ça soit consensuel. On n'est pas consensuel. C'est ça le fond du problème. Autre objection possible, peut-être. Ici, on a une députée qui est le produit d'une entente entre les socialistes et les écologistes, au sens politique de ce terme, au sens des partis politiques. Et elle est favorable à ce que tu dis, les petites exploitations. Je crois même qu'elle a organisé un colloque en novembre-décembre, je crois, à l'Assemblée. Elle a participé à des projets de loi qui vont dans ton sens. Bien sûr. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un moyen de... mais on est en relation avec elle, mais en fait, elle a une marge de manœuvre qui est très limitée, parce que, je veux dire, on s'aperçoit qu'elle a travaillé sur ce projet de loi sur l'agriculture, qui promeut, soi-disant, l'agroécologie, mais on s'aperçoit que c'est pas vrai. C'est pas vrai que, je veux dire, toutes les décisions importantes sont calées sur un modèle d'agriculture intensive, parce qu'on doit être compétitif. D'accord. C'est toujours la sainte compétitivité. Il faut parler la sainte compétitivité. Je vois bien le débat, mais alors si tu dis que la députée a des marges de manœuvre étroites, le préfet est encore plus... non, mais le préfet, oui, mais absolument, mais il a quand même, bien entendu... Le préfet, il exécute les directives qu'on lui donne. C'est le représentant du gouvernement. Voilà, c'est ça. Mais il est quand même en pratique obligé de tenir compte du contexte local. D'accord, vous espérez faire remonter vos... par lui, quoi. Oui, c'est ça. Qui tiennent compte. Et surtout, sur cet argument qui me semble important pour l'avenir du Périgord, je veux dire, il y a des activités économiques qui ne sont pas compatibles avec la vocation touristique
du Périgord. Voilà. Bon, encore une objection, mais du coup, c'est bon, sauvons notre Périgord et laissons tous les autres se démerder avec l'industrialisation. Ah non, non, parce que c'est pas notre position. Mais je veux dire, on ne peut pas tout prendre en charge. D'abord, c'est agir localement. Agir localement en ayant quand même, je veux dire, une pensée un peu globale. D'accord. Et l'argument touristique te paraît... l'argument touristique, oui, parce qu'il y a une spécificité du Périgord. D'accord. Je veux dire, il y a un capital environnemental qui est aussi un capital touristique. C'est ça, parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que tu nous parlais plutôt de sauvegarde des terres agricoles menacées par l'artificialisation. Tu avais parlé de ça, je crois. Non, absolument, oui. Mais on est pour la sauvegarde des terres agricoles, mais on est pour un type d'agriculture qui est ce qu'on pourra appeler une agriculture paysanne modernisée. C'est-à-dire à taille humaine, fondée sur des marchés locaux, pas forcément exportatrices, etc., etc. Et tu penses vraiment que le discours dont tu viens de donner un exemple, là, on agrandit les tailles minimum des exploitations, on les augmente, on va faire des grosses exploitations et plus du tout petites. Ça, c'est récent comme... Non, c'est un processus qui a été entamé dans les années 60. C'est un modèle, comme on dit, technico-économique qui est dans la tête des représentants de la Chambre d'agriculture et qui se trompe complètement parce qu'encore, moi, je veux bien la Beauce. Je veux bien. C'est encore assez cohérent. La Beauce n'est pas un grand pays touristique, il faut bien le dire. Mais c'est complètement inadapté à un pays à cause de sa un pays comme la Dordogne, à cause de sa morphologie, de sa... Enfin, je veux dire, il y a des tas d'arguments, c'est stupide. Et ce qu'il faut, c'est un type d'agriculture qui est capable de produire des produits de qualité, je veux dire, qui... il me semble pourtant que le productivisme a du plomb dans l'aile. Je veux dire, je sais pas, José Bové ne tombe pas du ciel. Il y a beaucoup de... complètement. Ah bon. C'est complètement minoritaire. José Bové, il occupe... Small is beautiful, disait jadis. Oui, small is beautiful. Nous, on est tout à fait là-dedans. On est tout à fait là-dedans, mais ça, c'est de la littérature par rapport à la pratique économique et administrative. D'accord. C'est ça le problème. Et la FNSEA, vraiment, n'a pas changé son... non, la FNSEA, elle est toujours aussi productiviste. Surtout avec un président qui s'appelle Xavier Belin et qui a à la tête une exploitation céréalière de 500 hectares dans la Beauce. D'accord. Voilà. Il est régulièrement élu, pourtant. Ah oui, mais... Voilà, mais ça a fonctionné, la FNSEA a fonctionné depuis 50 ans, pardon, sur l'association, tactiquement, il y a eu l'association des gros censés protéger les petits. Mais évidemment, les petits, c'était une stratégie suicidaire pour les petits. Oui, c'est ça. Bien pour entendu. vous qu'ils obéissent bien, oui. Et l'aménagement, voire la réforme, voire je ne sais pas, la réforme complète de la PAC est toujours à l'ordre du jour. La réforme de la PAC, en fait. Politique agricole commune. Oui, il y a en quelque sorte un casier vert, si j'ose dire, mais l'orientation générale de la PAC, c'est quand même la compétitivité, l'exportation, etc., etc., quoi. C'est la continuité de ce qui a été son orientation initiale à la PAC. D'accord, ça n'a pas changé. Non. C'est aménagé, mais en marge. Voilà, c'est-à-dire que c'est très... il y a beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire de récupération vert, parce que maintenant, on est dans une phase historique qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était la question écologique en 1980. Je veux dire, c'est maintenant, dans l'espace médiatique, je veux dire, le vert est partout. Voilà, c'est ça. Le vert est partout, puisqu'il y a même des autoroutes vertes, etc. Enfin, de Mais tout. tu n'y crois pas trop, quoi. De quoi tu... Non, pas tellement, parce que
Bon, c'est le fameux développement durable. C'est ça, c'est ça. Voilà. La verdisation, rien voilà. de plus. Voilà. Dans cet ordre d'idées, puisque tu dis, voilà, aujourd'hui, la situation a changé parce que les médias verdissent tout, mais bon, c'est pas plus sérieux qu'avant. Est-ce que dans cet ordre d'idées, le réchauffement global, qu'on appelle médiatiquement changement climatique, d'ailleurs, pour pas faire peur trop aux gens. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui, pour pas faire. Est-ce que le réchauffement global vous en tenez compte parce que est-ce que ça entre dans cette volonté de garder des petites exploitations autant que possible, etc. C'est bien entendu cette voie est une voie anticipant les conséquences du réchauffement global, parce que il va falloir avec les événements qu'on nous annonce. Il va falloir assurer l'autonomie alimentaire locale. Hein? Et c'est pas avec des grandes exploitations exportatrices qu'on va le faire. Hein? C'est avec des petites exploitations capables d'alimenter localement les populations. C'est-à-dire axées sur l'idée d'autonomie alimentaire. Avec 4 ou 6 degrés de plus entre 2050 ou 2100, ça sera difficile. Oui. Non, mais ça sera très difficile de toute manière. Mais je veux dire, ce qu'il faut justement, c'est anticiper, avoir une stratégie de survie, en quelque sorte, et de résilience, comme on dit. Maintenant, ça me paraît absolument indispensable, et c'est pas du tout dans la tête encore des gens qui nous dirigent. Ok, oui, on est en guerre, comme dit l'autre. Donc, alors, ben voilà, merci. Donc, mercredi 9 avril, au fond, toi et tous ceux qui s'occupent de ça, vous attendez le maximum de gens, c'est ça? Ah oui. À 16h30, un mercredi. Oui. Bon, il va peut-être y avoir des lycéens, mais les gens travaillent. Oui, ça a été beaucoup discuté. C'est pas moi qui ai choisi ça. Mais enfin, comme on dit, c'est une manifestation. C'est un rassemblement pour en quelque sorte, constituer un peu un contre-pouvoir. Qui essaye d'être aussi visible que possible. Voilà. Est-ce que vous comptez vous adresser quand même, pas seulement aux préfets, mais aux élus Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Y compris aux nouveaux élus, puisque les élections municipales viennent d'avoir lieu. Oui, aux nouveaux élus aussi, puisque chaque fois qu'il y a ce genre de projet, les municipalités ont un rôle essentiel à jouer dans le processus de décision. Soit le conseil municipal, soit simplement le maire. T'as pas un exemple à nous donner? Par exemple, le projet d'installation de dizaines d'éoliennes gigantesques dans la forêt de la Double. C'est un projet qui est en cours. Il y a une association qui s'est constituée, bien entendu, même 2, il paraît, et donc ils font partie de notre collectif. C'est pas bien, les éoliennes? Les éoliennes qui font 160 mètres de haut, je veux dire avec une implantation en pleine forêt, dans un pays qui n'est pas vanté, qui n'est pas célèbre comme la Bretagne, par son coefficient de vent. Ou la mer, ou la mer, enfin. La mer, non, en fait, pour le Périgord, ce qui est plus adapté, c'est certainement les panneaux photovoltaïques. D'accord. Et alors, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Ces projets, c'est des projets industriels et qui s'implantent. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, là. On ne sait pas, ça s'implante là. Il y a une opportunité, il y a des propriétaires, il y a du pognon. Parce qu'on va déforester pour implanter ces éoliennes? Oui, parce que, je veux dire, il faut faire des pistes d'accès. D'accord. Je veux dire, il y a au pied de chaque mât d'éolienne, il y a 300 tonnes de béton à enfouir, etc. Enfin, c'est pas sans impact sur l'environnement, sur le cadre de vie aussi des gens. Et alors là, le maire est plutôt coupable, si je comprends bien. C'est lui qui délivre le permis de construire. D'accord. Non, c'est pas lui. Pardon, c'est le préfet. Dans le cas des éoliennes, c'est les installations de production d'énergie. Il a quand même son mot à dire, je suppose. Oui, mais bien sûr.
Et tu n'as pas des exemples, comment dire, optimistes de maires qui vous ont suivi, qui ont Ah suivi. ben oui, il y a le maire du Pizou, par exemple, il a voulu adhérer d'ailleurs à la CEPANSO à cause d'un projet de carrière dans la vallée de Lille. Et je veux dire, il y a eu... tout le conseil municipal a suivi, ils ont fait opposition, et le projet ne s'est pas réalisé. Très bien. Alors, tiens, pendant qu'on y est, la Monzie-Montastruc, là, on en avait un petit peu parlé, on t'avait vu la là-bas. Monzie-Montastruc, je veux dire, on a beaucoup aidé. La CEPANSO a beaucoup aidé l'association locale. Encore une carrière. Et donc, il y a la télévision qui est venue pour filmer, interviewer, etc. Mais finalement, c'est pas passé. Ah bon? Il y a des... Parce que la commission d'enquête a encore une fois... la commission a donné, malgré la réunion publique, l'opposition des populations, etc. Mais le conseil municipal a donné son avis favorable. Ah, aussi? Ah, aussi, bon. oui. Ah oui. D'accord, donc ça, c'est pas encore un bon exemple. Non. Moi qui voulais terminer sur une note optimiste. Non. Ça, il y a quand même l'idée latente toujours qu'on ne s'oppose pas à ce qui est considéré a priori comme un progrès. C'est ça. C'est un progrès technique. Technique, donc progrès de civilisation, bien entendu. Il y a une amalgame totale, et donc il y a toujours cette idée qui, malgré, je veux dire, tout ce qui s'est passé depuis, et qui est quand même très dévalorisé aujourd'hui, eh bien là où elle est le plus solide, c'est dans le fin fond des campagnes. Ah oui. C'est ça, le paradoxe. Bon, ben merci. Voilà. Eh ben, on va souhaiter bon courage et succès quand même à cette sauvegarde du Périgord. Tout le monde est d'accord pour sauvegarder le Périgord. Et peut-être pas seulement sauvegarder, mais le transformer aussi dans le bon sens. Lui donner un avenir. Voilà, c'est ça. Absolument. Et pour ça, il faut s'atteler à tout ça. Voilà. Merci Simon, à la prochaine. Tu nous dis quand tu veux. Hein, oui. Continue à te suivre. Ben, c'est